Bonjour et bienvenue à ce Q&A à propos de notre séminaire Nice 2. Vous avez été très nombreux à assister et on vous en remercie. Il y a un peu plus d'une trentaine de questions qui sont remontées et on se propose de faire une vidéo particulière rien que pour pouvoir les aborder. Bonjour Marc-Antoine. Oui, rebonjour Jean-Philippe. Enfin, c'était il y a 10 minutes quand même, faut pas exagérer quoi. Ah, c'est la télé, c'est la Voilà, télé. il est gentil, hein. Question numéro un, est-ce qu'il va y avoir une liste basée sur les codes NAF? Tu sais, ces codes qui disent les secteurs Ouais. d'activité liés par Qui est un l'INSEE. truc typiquement français quand même, hein. Le code NAF, c'est vraiment Voilà. de l'administration française. Non, il y a les secteurs d'activité qui sont posés dans la directive, hein, les 11 premiers et les 7 complémentaires, donc les hautement critiques et les autres secteurs critiques. C'est complètement décorrélé du système NAF, donc non, pas d'interconnexion entre les deux. Parfait. Question numéro 2, Google, Microsoft, ça a été beaucoup abordé. Est-ce que tu penses qu'ils vont avoir droit à du NIS V2 et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui ils sont critiques? Moi, je dirais juste qu'aujourd'hui, Microsoft et Google, ils n'ont pas à rougir de leur sécurité, contrairement à un certain nombre de sociétés françaises C'est et clair, européennes, hein. Je c'est pense que clair. c'est le très très haut du panier, même si il arrive à tout le monde de se faire pirater. Le problème n'est pas là, hein. Aujourd'hui, ils montrent l'exemple, ils ont les capacités, ils se donnent les moyens. Mais qu'est-ce que tu en penses au niveau juridique? Alors, il faut arrêter de penser RGPD, genre les grands méchants, les GAFAM. Là, on parle de l'infrastructure IT, ok, de la sécurité des systèmes d'information, qu'on appelle aujourd'hui officiellement d'ailleurs cybersécurité. Il est évident que quand on est parmi les 10 opérateurs majeurs de data center sur le territoire de l'Union européenne, on va se faire désigner comme entité essentielle. Ce ne sera même pas des entités importantes, ce seront des entités essentielles. Donc oui, ils vont prendre très probablement ils recevront la désignation par les autorités compétentes, mais ils vont prendre des obligations au titre de NIS V2. Il y a un chapitre tout à fait particulier sur les infrastructures Internet, le DNS et compagnie, les points les nœuds d'accès Internet, machin, plus un certain nombre d'opérateurs, notamment les moteurs de recherche, très clairement. Et puis là, quand on est un gros opérateur comme Google, comme Microsoft, oui, oui, ils vont prendre, ils vont être désignés. De C'est toute très façon, probable. hein, on a vu, il y a eu quelques temps un data center qui a brûlé, il y a une partie de l'infrastructure de Google qui était plus disponible et ça a posé de gros problèmes. Donc, Ouais, on est à peu près sûr ouais, ouais. qu'ils vont y avoir droit. Est-ce qu'il y a les commissaires aux comptes et plus globalement les experts comptables dans Dora et ou NIS 2? Alors, dans NIS 2, non, les experts comptables sont pas enfin, ils ne figurent pas dans la liste des 18 secteurs hautement critiques ou dans les autres secteurs critiques. Et bravo au lobbying des experts comptables, ils étaient prévus pour être réglementés au titre de DORA, donc le règlement qui est l'exception particulière de NIS V2. Et entre la version publiée en 2020 et la version votée au final, eh bien, la seule catégorie qui a disparu, c'était les experts comptables. Donc, on les félicite. Là, On vraiment, les félicite. beau lobbying, Bravo, hein, bravo, bravo à bien vous. joué. Quelle différence Dora NIS 2? Bah déjà, ça s'écrit pas pareil. Oui, alors là, on remercie Jean-Philippe pour son intervention brillante. Non, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le principe, tout secteur d'activité, c'est NIS V2. Et dans les 18 secteurs d'activité, ils auraient pu rajouter un secteur spécifique qui aurait été les entités financières, le secteur financier, pour des raisons politiques que moi je ne connais pas, mais enfin qui se devinent assez bien, le secteur bancaire, assurance, sont des secteurs extrêmement réglementés, hein, avec toujours des agréments d'exercice, eh bien, on a pris un texte spécial pour eux. Et la vraie différence technique, c'est que quand on traite de NIS V2, on traite de la sécurité des systèmes d'information. Dans Dora, c'est moins les systèmes en eux-mêmes que l'information qui est concernée. Et en fait, tout Dora tourne autour de la sécurité de l'information. Mais enfin, la sécurité de l'information ne peut être assurée que parce qu'il y a une sécurité des réseaux et des systèmes d'information. Donc retenez ça, NIS V2, c'est le principe, et DORA, c'est l'exception sectorielle, mais globalement, les obligations dedans sont absolument similaires. État de l'art, 27 000 ans en 2023. Bah oui, il y a une 27 001 qui a été renouvelée en 2022, ainsi qu'une 27 002 quelques temps avant. Que vous le vouliez ou non, la 27 001, c'est une norme internationale qui est reconnue par les pairs, donc les gens qui travaillent dans le domaine, et maintenant par les gouvernements, hein, comme étant une base solide et réelle. En France, l'hygiène de l'ANSSI également est reconnue comme étant l'état de l'art, hein.
Bon, enfin, pour moi, ISO 27001, c'était la version 2013 et 27002, il y a une version 2022, Eh effectivement, ben, fin il y 2022, en a mais eu une de 27 000 ans aussi, hein. voilà, ok. Bon, Tu peux ok. retourner en formation, Oh non, oh hein. non, c'était l'enfer. Bon, ok, ok, Bisous, j'irai. bisous à Hervé au Oui, passage. Hervé, on te salue. Hervé Schauer, bien sûr. Ça veut dire qu'en fonction du pays, les analyses de risque seront différentes et non uniformisées. Bon, bah déjà, probablement, elles ne seront pas dans la même langue, hein. On n'aura pas le même vécu, on n'aura pas la même approche, mais il y a quand même des standards, des normes. On peut penser à ISO 27005, Hmm, et puis des méthodes qui en découlent. Ce qu'on veut dire par là, c'est que il faut considérer qu'on ne pourra pas faire une analyse de risque au doigt mouillé. Hein, on ne pourra pas dire ah bah non, moi je pense que mes risques c'est ça, et puis voilà, et puis le reste je m'en fiche. Non, il va falloir que ce soit cadré, que ce soit prouvé, et que quand vous auditez, vous puissiez démontrer pourquoi c'est vous n'avez pas ça. pris tel ou tel risque, ou ce que vous en avez fait, ce que vous avez traité. Donc c'est pour ça que en France, très naturellement, comme c'est l'ANSSI qui va maintenir l'application de NIS 2, vraisemblablement. Euh, on pense à IBIOS-RM qui vient de chez nous et qui s'appuie sur un socle de sécurité. Ce socle de sécurité pourrait être à peu près n'importe quoi, mais si vous prenez l'hygiène de l'anti, c'est quand même un socle important. Voilà, alors après ça, il faut être très concret. Quand vous savez que votre autorité de contrôle en France, c'est l'ANSSI, vous avez l'ANSSI qui a produit un référentiel, voilà, il est pas obligatoire dans les textes, mais dans les faits, il l'est. Ben, ne cherchez pas, ne réinventez pas la roue. Vous prenez les 42 mesures plus les mesures renforcées du guide d'hygiène de l'ANSSI. Et après ça, vous rajoutez ISO 27001 ou une méthode qui soit reconnue comme ça, et vous avez fait le job. Ce qui compte, c'est le référentiel et que derrière, le déploiement effectif soit auditable. C'est ça qui est à retenir. Question suivante, est-ce qu'il y aura un périmètre, processus d'application, criticité, d'applicabilité de NIS 2 chez l'entité régulée ou cela concernera toute l'organisation? Alors, je pense qu'on a déjà des débuts de réponse, mais je te laisse répondre là-dessus. Bah, en France, pour faire très concret, on a l'exemple de ce qui s'est passé pour les opérateurs d'importance vitale. Okay, donc c'est la LPM de 2013 avec les arrêtés sectoriels derrière, et il était, enfin, c'était pas de notoriété publique, mais on savait que les entités qui étaient régulées, hein, on va dire entités pour tout le monde maintenant, donc les opérateurs d'importance vitale, bah, ils négociaient le périmètre des obligations de sécurité qui s'appliquaient. On va prendre un exemple simple. Un barrage, quand vous avez un système SCADA qui permet de gérer le fonctionnement du barrage, ben, c'est peut-être ça qu'on va réglementer en termes de sécurité, et on va peut-être pas s'intéresser au système de gestion des badges de la cantine ou au site web qui permet de montrer des jolies photos ou les annonces de recrutement. Donc bien évidemment, il va y avoir des périmètres qui vont être déterminés, qui seront sur le service essentiel et non pas sur l'entité dans son ensemble. Et ça, ensuite, on va attendre la réglementation technique détaillée qui sera produite par l'ANSSI, mais il est évident que qui trop embrasse mal les trains. J'entends par là, si on couvre tout pour une entreprise, ça ne marchera pas. Donc, bien sûr, ça va fonctionner à coup de périmètre, et ce seront les applications dans les périmètres retenus du système d'information essentiel, ça va sûrement s'appeler comme ça, ou du système d'information important. Bah, c'était à peu près le même type de vocable sur la directive Ouais. CFP1. Sur les opérateurs télécoms, c'était par exemple le système qui permettait d'appeler les services de secours qui étaient, Par exemple. qui étaient concernés. Par exemple. Petite question, seuls les prestataires IT sont concernés en matière de prestataires? Alors, bah, a priori, oui, puisqu'on parle de cybersécurité, C'est ça. et que si vous n'êtes pas un prestataire IT, en fait, vous serez peut-être directement entité essentielle critique. Donc, vous serez un prestataire, mais directement désigné. Donc, on pense à une pièce que pour un barrage ou un truc comme ça. Bah, dans ce cas-là, vous le serez directement. Bon, ceci dit, si vous êtes autre chose qu'un prestataire IT, vous êtes prestataire tout court, mais votre système d'information est connecté à celui de votre client, ben, quand on regarde NIS V2, quand on regarde l'ensemble des référentiels ANSI ISO, en fait, ben, vous tombez sous le coup de l'ensemble des règles de sécurité à déployer. Parce que qu'est-ce qu'on cherche à protéger par cette réglementation? C'est le maillon faible. Et le maillon faible, c'est les prestataires, je veux dire, les entités régulées, pensez-les comme des châteaux forts qui commencent à être bien protégés. Mais si vous laissez n'importe qui rentrer sans mesure de sécurité, eh ben, le fait de dresser un château fort, vous laissez rentrer de cheval de Troie, et la catastrophe arrive. Donc, en fait, ce sont principalement
les prestataires IT, puisque alors il y en a qui sont expressément régulés. Je pense aux prestataires de services de sécurité gérés. Ok, tous les gens qui vont opérer des EDR, qui vont être connectés au système d'information d'une entité régulée. Alors eux, c'est très clair, hein, c'est NIS V2 à tous les étages sans qu'ils aient besoin d'être désignés comme entité régulée. Mais tous les autres prestataires, techniquement, contractuellement, devront finir par se conformer à l'ensemble du dispositif NIS V2. Question de partie, le texte désigne-t-il un monsieur, madame, NIS 2, comme le DPO, le RSSI, comme vous pouvez avoir dans le RGPD? Et est-ce que, deuxième partie de la question, c'est possible d'avoir un interne ou externe? Alors, non, le texte ne désigne pas quelqu'un qui soit responsable autre que le responsable d'entreprise, qui doit s'assurer de l'implémentation, mais comme dans le RGPD, hein, où c'est le responsable de traitement qui est responsable, le DPO, il est là pour activer les choses et aider. Mais globalement, le chef d'entreprise reste responsable. Et bien sûr, vous pouvez avoir des conseils externes, qui soient RSSI externes ou DPO externes, si votre taille ou votre budget ou votre stratégie fait que vous n'avez pas quelqu'un en interne, il n'y a aucun problème là-dessus. Pour la rédaction des PSSI, outre le code de la sécurité du DALOS, qui pourrait le faire? Dans le code de la sécurité de la cybersécurité d'Allos, il n'y a rien sur la PSSI. Là. Puis surtout, je dirais, ouais, n'utilisez pas ça. Ah ouais, non. C'est un groupe de textes qui traite de la cyber, mais c'est pas ça qui va vous aider à faire votre PSSI. Il faut être clair. Hein. Ça s'écrit pas comme ça une PSSI. Non, vous allez voir des professionnels de la cyber qui sont spécialisés là-dedans. Par exemple, Cyberzen. Moi, je dis ça. Hein. Je pense que c'est une bonne idée, effectivement. Alors, on fait ça à longueur de temps, hein, donc bien sûr, venez nous voir. Allez, question suivante. Quand on est soumis au RGPD, données de santé, NIS 2, on va devoir notifier tout le monde, la CNIL, l'ANSSI, etc. Bah oui, félicitations. Ben oui, malheureusement, les processus, ils sont pas uniformisés. Déjà aujourd'hui, quand on est RGPD, faut notifier à la CNIL et pour les données de santé, il faut notifier aussi aux ARS. Donc c'est déjà le cas. Et puis, si vous êtes NIS V2, il faudra aller aussi notifier l'État. À l'ANSSI. Oui, c'est clair. Malheureusement, c'est pas uniformisé, mais rêvez pas, c'est des législations qui sont assez récentes, ça finira un jour par s'uniformiser. Mais enfin, déjà, si on déploie effectivement dans la réalité l'ensemble du dispositif NIS V2, hein, ça va prendre du temps. Faut compter bien 2-3 ans effectivement pour que ça rentre en œuvre. Un jour, il y aura un effort de simplification, mais pour l'instant, c'est pas le cas, clairement. Un prestataire Facility Management qui a accès à la GMAO est concerné également par NIS 2? Jean-Philippe, qu'est-ce que tu en penses, toi? Je ne sais même pas ce que ça veut dire GMAO. Donc, moi non plus, mais à partir du moment où on a un accès, on est prestataire IT, on a un accès au système d'information d'un de ses clients dont on est responsable de la maintenance ou du bon fonctionnement, vous êtes en tête de gondole des entités régulées, même si je ne suis pas sûr de savoir ce que c'est que la GMAO. À mon avis, la réponse est clairement oui. Est-ce qu'une certification ISO 27001 suffit pour répondre à NIS V2? Alors, je ne pense pas, parce que malheureusement, j'audite régulièrement des entreprises qui sont certifiées ISO 27001 et qui ne répondent pas aux attendus de sécurité ou à la réalité de la maturité attendue. Hein. Ils ont en général ces certifications pour des enjeux business sur des périmètres qui ne sont pas forcément ceux qui seront attendus par NIS 2 et qui sont pas forcément toujours sérieux. Ça dépend des auditeurs, ça dépend de ce qu'on fait, etc. Mais j'ai vu certaines 27001 qui étaient délivrées de manière assez légère. Et moi j'en profite pour dire, attention, il n'est dit nulle part qu'il va falloir être certifié ISO 27001. Ce qui compte, c'est de déployer des mesures de sécurité selon un référentiel connu. Donc en clair, tout le monde n'ira pas à la certification ISO 27001, c'est pas le but, mais quelle que soit la taille de votre entreprise, que vous soyez entité régulée, là quand même ils vont pousser un peu à la certification, ça c'est clair, dans mon esprit ça fait pas de doute, mais quand vous serez prestataire, déroulez au moins la méthodologie ISO 27001. Enfin, vous commencez par le guide d'hygiène. Nous, on a fait l'exercice juridiquement. Cyberzen et Jean-Philippe, ils l'ont fait techniquement. Vous déployez déjà les 42 mesures de l'ANSSI, plus les mesures renforcées, bien sûr. Vous complétez avec ISO. Et ce qui compte, c'est que vous ayez des frameworks connus, publics, dont vous pouvez documenter que vous les avez mis en œuvre. C'est ça le principe qui va être demandé.
en tout cas pour les prestataires ne se feront pas allumer par les autorités de contrôle parce qu'ils ne seront pas certifiés tous les 3 ans avec Vérif. Vous avez déployé votre méthodo, vous justifiez que c'est mis en œuvre, à mon avis, ce sera beaucoup plus important. Et Marc-Antoine vous dirait qu'il faut que tout ça soit auditable. Ah oui, ça c'est clair. C'est toute la mécanique. Il faut comprendre. On va passer sous la coupe de l'ANSSI 300 entités aujourd'hui, Nice V1. Ok. L'ANSSI a annoncé qu'on allait passer à 10 000. Donc l'ANSSI va pas pouvoir augmenter ses budgets et multiplier ses ressources humaines. Donc ça va passer par un contrôle via un framework connu. Le framework, c'est cité dans Nice V1, dans Nice V2, pardon. C'est marqué, par exemple, la série ISO 27000. Bon, cherchez pas, partez de ISO 27000, commencez par les mesures de sécurité de base, de l'hygiène, et puis ensuite complétez avec ISO. A-t-on déjà le programme minimum et les thèmes à aborder pour les formations aux dirigeants? J'ai envie de dire, ce sont les choses classiques. C'est la sensibilisation au risque cyber, l'impact pour leur entreprise. Si vous allez voir un dirigeant et que vous lui dites demain ton informatique s'arrête, c'est quoi la réalité pour ton entreprise? Si c'est pas vous répondre, c'est qu'il n'a jamais été formé au risque cyber. Sensibiliser en tout cas. Parce qu'il faut être clair, les sensibilisations pour les COMEX, pour les organes dirigeants, c'est quoi? C'est leur faire comprendre que sans leur informatique, leur entreprise ne fonctionnera plus. Donc, c'est leur faire comprendre ça pour qu'ensuite, il y ait des budgets appropriés, adéquats, pour reprendre tous ces vocabulaires, qui soient débloqués pour que derrière, les gens qui ont les mains dans la technique, que ce soit les RSSI, les DSI, les juristes, nous, on puisse faire notre job de technicien, mais en application d'une bonne compréhension du risque en lui-même. Et c'est ça, cette sensibilisation. Donc, il n'y aura pas de programme obligatoire. Il y aura des tas d'entreprises qui vont en proposer. Moi, j'en assure déjà depuis le début du mois de septembre. Et qu'est-ce qu'on me demande? C'est d'expliquer la réalité du problème et les conséquences pratiques pour les chefs d'entreprise. Parce que si vous expliquez longuement ce que c'est qu'un ransomware, globalement, ils savent et puis la moitié s'en foutent. Par contre, quand vous leur expliquez que concrètement, ça veut dire plus de production, plus de livraison, plus de paye, plus d'encaissement, plus le risque de sanction des autorités de contrôle, là, ça devient très concret pour eux. Donc, moi, dans mes sensibilisations au COMEX, c'est ça que j'explique. Mais il n'y a pas de catalogue obligatoire, il n'y a pas de normes prévues pour ça. Ça va être à ceux qui connaîtront le sujet et qui l'aborderont de manière proportionnée pour l'auditoire, c'est-à-dire pour des dirigeants qui ne veulent pas rentrer dans les détails techniques. Ça, pour ça, il y a des pros dont ce sera le métier qui sera déployé derrière. Est-ce que NIS 2 concerne les éditeurs de logiciels du domaine de la santé? Je ne pense pas. Par contre, les fournisseurs de services SaaS du domaine de la santé, là, très vraisemblablement. Oui, absolument. Quelle est la différence de responsabilité finalement entre un RSSI interne ou un consultant RSSI si le RSSI interne n'a pas de responsabilité? La même. C'est la même. Vous êtes un RSSI, vous ne faites pas votre job, que ce soit sur NIS V1 ou un autre, vous pouvez vous faire virer pour faute professionnelle. Vous êtes un prestataire externe, vous ne faites pas le job, vous allez perdre votre contrat ne sera pas renouvelé, ou il y aura une rupture du contrat pour faute, entre guillemets, ou pour non-exécution correcte du contrat. Donc, ça ne change pas grand-chose. C'est l'entité qui est responsable. Voilà. Est-ce qu'on peut attacher la charte administrateur à la charte utilisateur au règlement intérieur? Est-ce que c'est la bonne idée de faire ou est-ce qu'il vaut mieux la mettre au contrat de travail? On en a discuté, je crois, pendant la conférence. Le problème, ça va être de la faire lire et comprendre à vos collaborateurs. Alors, quand on dit utilisateur, même les gens qui sont externes, qui ont accès au système d'information, je pense aux prestataires qui seront rangés chez vous, par exemple, doivent la signer. Donc, faites attention à ça. Il faut que ce soit lu. Donc, quitte à la mettre de manière séparée, la citer dans le contrat de travail, dans le règlement intérieur. Mais en tout cas, lisez-la et puis assurez-vous que ce soit signé. En fait, la démarche intelligente, c'est vous mettez vos collaborateurs dans une salle, vous leur expliquez qu'ils vont devoir signer une charte et vous leur expliquez ce qu'il y a dans la charte. Donc, ce qui va les obliger derrière à les lire avant de les signer. Parce que si vous faites signer un document que personne n'a lu, les mesures de sécurité, elles seront sur le papier et elles ne seront pas mises en œuvre de manière effective. Donc, moi, ce que je conseille toujours, formez d'abord vos users, bien sûr les admins, les profils admins, mais l'ensemble des utilisateurs. Et puis après ça, sur vos prestataires, partenaires qui, eux, vont se loguer
à votre système d'information, ben eux, vous leur faites lire dans la mesure du possible, en tout cas, vous leur faites signer. Après, que ce soit une annexe au contrat de travail ou au règlement intérieur, je dirais peu importe, pourvu que ce soit juridiquement propre. Mais ça, moi, c'est pas mon métier, ça c'est du droit social, j'y comprends pas grand-chose. Mais par contre, former. Et c'est pour ça qu'il y a ces obligations de formation COMEX d'un côté, et puis les obligations de, vous les appelez formation ou sensibilisation pour tout le monde. C'est pareil. Si c'est concret et que c'est bien écrit dans une charte, eh bien c'est marrant, le niveau de sécurité globale va progresser. C'est ça l'objectif de cette réglementation. Est-ce que des entités étrangères basées en Europe peuvent être officiellement désignées? Bon, on a dit tout à l'heure qu'on pensait que oui. Oui, oui, absolument. Voilà. Absolument. C'est pas une question de possession de capital social. Vous êtes un opérateur essentiel sur un pays de l'Union ou sur plusieurs pays de l'Union. Bah, vous êtes classé d'office, bah, Google. Netflix, tiens-toi prêt. Ouais, par exemple. Absolument, pour divertir tout le monde, c'est tout à fait possible. Question suivante, dans le domaine de la santé, est-ce que les cliniques spécialisées qui gravitent autour des CHU peuvent s'attendre à être désignées même si elles sont moins de 50 salariés? C'est très spécifique comme question. Ouais. Je dirais que si vous êtes la seule en Europe à opérer du cerveau ou du cœur pour les dirigeants, attendez-vous à être consulté de manière très, très, très proche. Après, si vous êtes une clinique dentaire, peut-être pas. Alors, il y avait une anecdote quand même pour la directive Nice V1 là-dessus. La France, en 2019, avait désigné 123 ou 127 opérateurs essentiels, hein, donc c'est ceux qui vont passer sous Nice V2. La France, on est à peu près 67 millions d'habitants, tandis que la Finlande, 5,5 millions d'habitants, avait officiellement recensé presque 11 000 opérateurs de services essentiels et ils avaient mis tout le secteur de la santé. Et il y avait un tel écart, entre, prenant l'exemple de la France, mais l'Allemagne c'est à peu près pareil, entre la France, l'Allemagne et ce qu'avait fait la Finlande, qu'à effectivement à un moment, on ne va pas mettre tous les dentistes opérateurs de services essentiels. Il y a un tri qui va s'opérer et ça, c'est l'ANSSI qui désignera derrière. Donc là, aujourd'hui, concrètement, on ne peut pas répondre à ça. Comment savoir très concrètement si notre entreprise est concernée par NIS V2? Soit vous allez recevoir un coup de fil ou un courrier c'est sûr, un coup de fil peut-être de nos amis de l'ANSSI, en tout cas si c'est bien l'ANSSI qui est désigné par l'État pour suivre ça. Soit si vous êtes prestataire de ces entreprises-là, elles devront très probablement vous mettre un peu de pression dans un sens ou dans l'autre. Vous allez voir arriver des annexes de sécurité extrêmement développées et là, vous direz, ah, tiens, ça s'enlise de. C'est comme ça que ça va marcher. Une question aux spécialistes d'Ora. Est-ce qu'il y a une liste d'entités dans Dora comme pour NIS 2? Alors, Nice 2, c'était des secteurs d'activité, donc il y en avait 18, hein, 11 plus 7. Dora, c'est vraiment des listes de types d'activités qui a été retenu. Ça va de A à U, c'est numéroté A, B, C, D, E, U. Finalement, on a presque le code 9, tu sais. Ouais, ouais, là, on rejoint le système du code NAF. Il faut aller voir dans Dora, c'est extrêmement détaillé. Ce qu'il faut retenir dans Dora, c'est que chacune, alors les prestataires de services de paiement, les prestataires de machin, de trucs, chacun renvoie à une directive ou un règlement européen déjà existant et tous, absolument toutes ces entités bénéficient d'un agrément d'exercice, sauf le tout dernier de la liste, qui sont tous les prestataires de toutes les entreprises visées ci-dessus. Mais donc la méthode est un peu différente, mais au final, ça revient à peu près au même. C'est plus détaillé simplement. La liste des entités désignées sera publique, non? Non, Non. non, non. Ça sera conservé par l'ENISA de manière Ouais, très secrète, protégée, ouais. partagée avec les États, qui a le droit d'en connaître. Voilà, ce sera non public. Bon, enfin, ça revient à la même chose. Sur Nice V1, c'était marqué la liste est non publique. Voilà. Tandis que quand on était sur la législation OIV LPM 2013, là, la liste était non publique, mais le périmètre, pour reprendre des questions tout à l'heure, le périmètre du système d'information qui était classifié, là, c'était confidentiel défense. Là, aujourd'hui, ça serait à la limite secret pour prendre la nouvelle législation de 2019-2020. Pour un prestataire IT, 50 salariés, dont l'activité c'est l'intégration, le support avec accès au SI des clients qui travaillent pour des grands comptes en santé, quelles sont les actions à mettre en œuvre? Venez voir Cyberzen et le Dieu avocat. Voilà. On a les packs tout prêts pour vous accompagner. Il faut commencer par l'hygiène, toutes les politiques, dont la politique de sécurité du système d'information, l'analyse de risque. Déjà rien qu'avec tout ça, il y a beaucoup de boulot et puis mettre en place des réalités techniques pour s'assurer que l'hygiène soit en place à minima. Et tous les contrats
C'est-à-dire qu'on est en train de finaliser, ça y est, on a les premières versions qui sortent, les contrats conformes avec le détail des mesures de techniques et juridiques auditables qui ont été mises en place. À un moment, il va falloir le mettre dans les contrats et ça fait des annexes qui font à peu près la taille des annexes RGPD, hein. Même en faisant un peu de synthèse, on tourne sur des annexes très détaillées qui font 15, 20 pages. Et là, on dit ça, j'ai analysé mon risque, ça je prends, ça je traite, ça je traiterai, ou ça je décide de ne pas traiter et j'ai fait mon analyse de risque et je le fais de manière auditable. Je sais que je me répète, hein, pas complètement fou. Qui est la définition exacte du prestataire IT? Moi, je te dirais, toi, affaires informatique, toi, prestataire IT. Oh ben non, c'est listé, hein, oui, en synthèse, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il est dit? Traitement de données. Donc, dès qu'on va faire du IaaS, du PaaS, du SaaS, tout service, on est bon. Du réseau. Du réseau, bien sûr. Ensuite, il est prévu les prestataires de services de sécurité gérés. Ça, c'est vraiment une catégorie à part. Et ça se termine par les éditeurs de logiciels. Donc, dès qu'on va faire du on-prem au profit d'une entité régulée, on est dans donc les développeurs, tout le monde. Enfin, en fait, c'est absolument tout le monde. La liste c'est la totale. Quid de l'homologation? Alors ça c'est la question à laquelle aujourd'hui on ne peut pas répondre. On peut deviner comment ça va tourner, mais on ne sait pas. Pour comprendre, sur Nice V1, le système était un système d'homologation par l'ANSSI ou un délégataire de l'ANSSI, genre un LSTI et compagnie. Donc, on préparait son système d'information, on déployait les mesures, on se faisait auditer et si c'était correct, boum, homologation. Sauf qu'on va passer de 300 entités à 10 000. Donc, le système d'homologation, en principe, ne va pas tenir. Ça ne va pas être possible. L'ANSSI ne va pas y arriver. Donc, on devrait, logiquement, sans que j'ai d'informations particulières sur le sujet, on devrait basculer à un système de certification ou en tout cas d'audit. Parce que si on n'est pas certifié, au moins, on peut se faire auditer. Moi, je crois que ça ne finira que comme ça, et pour Nice 2 et pour Dora. Ça va tourner de la même manière. Et deux dernières questions. Je me sens concerné par Nice V2. Est-ce que vous pouvez nous accompagner? Ben oui. On a tout ce qu'il faut, on a préparé ça, ça fait un moment qu'on travaille sur le sujet avec Marc-Antoine. On a préparé tout ce qu'il faut, on a des solutions organisationnelles, on a des solutions contractuelles, on a des solutions techniques. On parlait de politique, politique de sécurité, politique de mot de passe, analyse de risque, plan d'assurance sécurité, charte utilisateur, charte admin, contrat, annexe contractuelle, etc., etc., etc. On a tout ça de prêt. On a un petit boîtier de sécurité pour les TPE-PME qui vient compléter l'aspect technique sur le guide d'hygiène de l'ANSSI et répondre à un certain point des 18 mesures voulues par NIS 2. Donc oui, nous, on est prêts aujourd'hui pour vous accompagner. Et on a poussé l'exercice, et c'est aussi pour ça qu'on fait ce webinaire-là ensemble, c'est que moi, juriste, à un moment, j'ai besoin de comprendre les implications techniques. Donc, mes documents, je vais les challenger avec Jean-Philippe et les équipes de Cyberzen. Et puis, Jean-Philippe, de temps en temps, quand il part dans ses délires techniques, je vais lui dire non, écoute, ça, on peut pas l'écrire, on peut pas le faire comme ça. Et on essaie de travailler de concert pour avoir des solutions qui soient pratiques, qui soient pragmatiques et qui soient pas des délires purement tech ou des délires purement juristes, comme malheureusement on en a parfois chez certains DPO qui sont complètement décorrélés de la réalité technique. Et là, aujourd'hui, nous juristes, on ne peut pas travailler intelligemment sans avoir la brique technique qui va derrière. Et moi, c'est ce que m'apporte Cyberzen. Pour terminer, comment nous retrouver? Ben, sur LinkedIn, hein, Marc-Antoine Ledieu, Jean-Philippe Gaulier, Cyberzen. Dès que j'ai débloqué mon compte. Sur nos sites web, alors, le mien c'est facile, c'est cyberzen.com. Celui de Marc-Antoine, c'est technique-et-droit-du-numérique.fr. Vous retrouverez le blog, entre autres avec les articles détaillés de Marc-Antoine. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter directement. Hein. Contact@cyberzen.com. Contact@ledieuavocat.fr. Voilà. Vous nous retrouverez sans problème sur les réseaux. On est assez facilement joignable. On vous remercie de nous avoir suivis et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.